Alors, cette série de présentations, elle est un peu particulière puisqu'elle est à la limite euh, de ce que vous devez connaître, puisqu'il n'y a pas d'item spécifique sur le bilan d'extension. Mais quand on regarde en creux les différents éléments qui vous sont demandés, on vous demande de connaître les modalités d'extension, on va vous demander de savoir suspecter un cancer de la prostate à sa forme avancée en cas de métastase osseuse diffuse, connaître euh, certains usages du PSA, bref, et connaître également la conduite à tenir. Et pour avoir une conduite à tenir sur un cancer de la prostate localisé, ben, il faut avoir fait un bilan d'extension qui va exclure la présence de métastases. Donc je pense que c'est quand même relativement important que vous ayez ces notions sur ces différents examens complémentaires. C'est l'objectif de cette présentation en 10 minutes. Vous expliquez les principes du bilan d'extension, la stratégie de réalisation des examens complémentaires et puis l'impact des groupes pronostiques de D'Amico. Alors, dans les éléments qui vont être importants avant de réfléchir au bilan d'extension, ben, le PSA, je vous l'ai dit, c'est un point qui est bien cité dans le livre du collège. Attention au risque métastatique à partir de 15 à 20 nanogrammes par millilitre. Vous allez voir que c'est un des critères qu'on retrouve dans les groupes de D'Amico. C'est très rarement une situation où on va avoir des gens qui ont un cancer de la prostate avec un PSA métastatique avec un PSA très bas. Deuxième examen biologique qu'on recommande dans la prise en charge d'un cancer de la prostate, bah, c'est le dosage de la créatinémie. Dans l'hypothèse assez rare, mais qui peut arriver, d'avoir une tumeur de la prostate, comme je l'ai symbolisé sur ce schéma, qui comprime les deux uretères, le bas de la vessie et les deux uretères, et qui va amener finalement à une insuffisance rénale obstructive. Les groupes à risque, je vous ai déjà présenté cette classification que vous êtes censé connaître. Je ne vais pas revenir dans le détail de ces éléments-là, mais vous voyez que lorsqu'on a notamment euh, un groupe risque faible, intermédiaire ou élevé, on va avoir différentes stratégies de prescription des examens complémentaires. Dans un faible risque, on n'a quasiment pas besoin de faire d'exploration à distance parce qu'on n'est pas inquiet sur un risque métastatique. Quand on a un risque élevé, aujourd'hui, on a des examens très spécifiques qu'il faut savoir demander et qui ont été soulignés dans les dernières recommandations. Là aussi, il y a une petite évolution. C'est la raison pour laquelle il me semblait important d'aborder ce sujet. Alors, un point important parce que souvent, j'entends des étudiants qui ont un petit peu du mal à comprendre pourquoi on fait euh, des examens dans un ordre ou dans un autre. Je vous rappelle juste un petit peu ce qui va se passer chronologiquement une fois que vous êtes chez un patient qui a une suspicion de cancer de la prostate sur votre examen clinique, votre PSA. Je parle pour les cancers de la prostate localisés. Eh bien, vous allez faire la démarche de diagnostic positif du cancer de la prostate. Et si vous avez regardé la vidéo sur le sujet, vous savez déjà qu'on a fait une IRM prostatique et pelvienne, puis des biopsies, et que pour faire ces biopsies, on a utilisé une échographie, soit par voie transrectale, soit par voie transpérinéale. Donc on a déjà fait deux examens d'imagerie qui vont se retrouver ensuite dans le bilan d'extension. L'IRM prostatique et pelvienne, on ne la répétera pas ensuite. L'échographie qu'on a faite pour faire les biopsies, on n'aura pas besoin de la répéter ensuite. Donc c'est pour ça qu'on retrouve parfois ces examens aux deux endroits. Mais c'est évident que si on voit par exemple une tumeur de la prostate qui envahit le rectum lorsqu'on fait les biopsies, eh bien on aura déjà cette information-là et on n'aura pas besoin de refaire cet examen pour le bilan d'extension. Alors, bilan d'extension, là, je vous ai synthétisé les dernières recommandations et un petit peu ce qui est spécifié dans le livre du collège pour vous dire que voilà, quand on a des patients à faible risque, normalement, on ne fait pas beaucoup d'examens complémentaires. Attention, on a les patients à faible risque ou risque intermédiaire avec de l'ISUP2 chez lesquels on va faire une certaine prise en charge, et puis les patients à risque intermédiaire pardon, avec de l'ISUP3 chez lesquels on va potentiellement faire plus d'exploration, notamment la scintigraphie osseuse et éventuellement le PET scan au PSMA. On y reviendra ensuite. Les patients à haut risque, on a déjà fait donc l'IRM prostatique pelvienne qui est cité comme IRM pelvis prostatique dans le livre du collège. Et on va pouvoir faire soit un PET scan PSMA et une scintigraphie, soit un PET scan PSMA, soit un scanner
et éventuellement une scintigraphie osseuse. Et puis les patients M1, en fait, c'est pas marqué sur leur figure qu'ils sont M1, on va les diagnostiquer a posteriori devant ces différents examens complémentaires. Alors évidemment, c'est très différent quand le tableau est par exemple un patient qui arrive aux urgences avec une fracture osseuse et chez lequel on va faire le diagnostic d'abord de la fracture osseuse et ensuite on va rechercher la cause de cette fracture. Donc ce point, il est vraiment important. Voilà un petit peu la stratégie du bilan d'extension qui dépend des groupes à risque selon la classification de D'Amico. Alors simplement pour vous repréciser la place de ces différents examens, l'IRM pelvique prostatique, je vous l'ai dit, elle est faite avant les biopsies. Elle va nous permettre de savoir s'il y a notamment une extension locale importante. Par exemple, s'il y a une atteinte du rectum, c'est très visible sur une IRM et c'est très fiable. Donc effectivement, on saura déjà que la chirurgie est par exemple dans ce cas particulier-là impossible. L'extension ganglionnaire, elle peut être suspectée devant des ganglions qui font plus de 1 cm, mais en revanche, l'intérêt, en tout cas la pertinence est plus faible quand on est en dessous de 1 cm, et c'est là que le PET scan au PSMA dont je vous parlerai tout à l'heure a un vrai intérêt. En tout cas, si on a déjà des signes d'extension ganglionnaire avec des ganglions qui font plus de 1 cm, sauf pathologie intercurrente, on suspectera fortement un envahissement ganglionnaire et ça aura donc un impact sur la prise en charge de ces patients-là. La scintigraphie osseuse, aujourd'hui qu'on appelle plutôt la tomoscintigraphie osseuse, je vous rappelle qu'aujourd'hui finalement elle est toujours liée à un scanner et en plus maintenant un scanner qui a une valeur diagnostique entre guillemets qui seront des scanners quasi équivalents aux scanners qu'on utilise en règle générale. La seule différence c'est qu'ils ne seront pas injectés comme on injecte des scanners classiques, mais typiquement pour voir des lésions osseuses, en réalité, c'est un excellent examen. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, la scintigraphie osseuse est très performante pour ce qui est des localisations osseuses. En revanche, le scanner et la scintigraphie ne verront pas des localisations ganglionnaires, verront mal des localisations viscérales, sauf si vraiment ces dernières sont très importantes. Le scanner TAP, il n'a en fait quasiment plus de place dans le bilan d'un cancer de la prostate localisé. Il est réservé aux formes à haut risque et je dirais que dans ces formes à haut risque, on va plutôt avoir tendance à demander un PET scan au PSMA. Donc on peut encore voir des patients qui ont des scanners. On peut voir, comme je vous l'ai montré dans cette coupe, des patients qui ont une urétero-hydronéphrose au-dessus d'une tumeur de la prostate assez évoluée, mais ce n'est pas un examen qui a un intérêt fabuleux. Vraiment, l'examen qui est depuis maintenant août 2023, où il est d'utilisation beaucoup plus large, l'examen qu'on propose largement aux patients, c'est le PET scan au PSMA. N'oubliez le PET scan à la colline pour le CN, c'était l'ancêtre qui n'apportait pas de valeur extraordinaire, contrairement au PSMA, et j'en parle beaucoup parce que dans nos dernières recommandations, du fait de cette autorisation d'utilisation depuis août 2023, on a une tendance à dire qu'il y a une recommandation forte d'utiliser cet examen si cela ne retarde pas la prise en charge. Et au fur et à mesure où les machines sont installées, on peut dire aujourd'hui que c'est quelque chose qu'on fait volontiers dès qu'on a un patient qui va avoir besoin d'un traitement agressif. Euh, et en fait, ça a un intérêt, c'est que ça remplace et la scintigraphie osseuse et le scanner avec des performances diagnostiques qui sont supérieures. Donc ça me paraît intéressant que vous ayez l'information là-dessus. Puis le dernier élément là qui est tout à fait eurocéenne, hein, c'est que peut-être que ça deviendra également un traitement du cancer de la prostate puisqu'on peut mettre un ligand radioactif. Bon, là on dépasse le sujet de l'ECN, mais sachez que c'est quand même quelque chose qui est effectivement dans les tuyaux, si j'ose dire, et qui va peut-être se développer beaucoup dans les années à venir. Donc, en synthèse, euh, voilà, cette proposition d'utilisation du PET-PSMA n'est pas encore inclue dans le collège 2000, 6e édition, hein, mais c'est dans nos dernières recommandations. Voilà les éléments que vous pouvez voir sur le PET scan PSMA. Donc, probablement, à mon avis, dans la future correction de l'édition du collège, probablement qu'il y aura une place un peu plus importante à ces examens complémentaires. Voilà. Donc les trois messages à retenir, c'est que le bilan d'extension suit en général le bilan diagnostique du cancer de la prostate
au cours duquel l'IRM et l'écho endorectal ont déjà été faites. La classification de D'Amico utilise entre autres la stratification clinique, d'où l'importance de l'examen clinique des patients. Ce n'est pas la classification IRM, c'est bien la classification clinique qui est utilisée dans le D'Amico. Le PET scan au PSMA est une modalité d'imagerie qui va probablement prendre une place de plus en plus grande, au moins dans le bilan d'extension et peut-être un jour dans la thérapeutique du cancer de la prostate.